impeccable, merci Vincent. C'était un exposé très clair sur des questions, comme tu l'as dit, des règles qui pouvaient paraître claires a priori, mais qui en réalité ne l'étaient pas forcément. En pratique, elles suscitent beaucoup de questions, et comme elles en suscitent beaucoup, comme tu l'as dit, on a tendance finalement à faire table rase du passé pour essayer de construire quelque chose de nouveau à l'occasion d'une opération de transfert. Mais pour autant, comme tu l'as dit aussi, pour passer à quelque chose de nouveau, encore faut-il se mettre d'accord sur le fait que le passé n'était pas transposable dans la nouvelle entité. Et comme tu l'as relevé, il y a une notion, effectivement, sur laquelle on aimerait discuter un petit peu ce matin, cette notion d'impossibilité d'appliquer le passé au futur, parce que, encore une fois, pour ne pas l'appliquer, encore faut-il être d'accord de ne pas l'appliquer, ou en tout cas de faire un constat objectif de sa non-application. Et donc cette notion de impossibilité d'appliquer des accords est une notion intéressante sur laquelle on voudrait discuter un petit peu. Benjamin, est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur cette notion d'impossibilité? Comment est-ce qu'il faut l'apprécier? Est-ce que c'est une impossibilité juridique, une impossibilité technique? Est-ce qu'il y a des critères d'appréciation? Et est-ce qu'on est obligé finalement d'en tenir compte au moment où on s'apprête à faire ce transfert? Merci Romain. Vincent l'a dit, l'impossibilité, elle est citée par le texte, mais elle n'est pas définie par le texte. Alors si on cède un petit peu, on voit que le guide de l'épargne salariale nous guide, puisqu'il dit qu'elle s'apprécie indépendamment de la volonté de l'employeur, Vincent l'a dit, mais ce guide dit également qu'il faut apprécier, la modification doit résulter dans la structure juridique, technique ou financière de l'entreprise. Donc c'est ça qu'il va falloir caractériser, c'est ces modifications très concrètes. Tu demandais, Romain, est-ce qu'il s'agit d'une modification juridique ou matérielle? Je pense qu'elle est très matérielle, elle est très concrète, elle est très objective. Il va falloir sans doute regarder deux choses à l'occasion de cette question. Premièrement, quel est le projet de réorganisation dont on parle? La fusion n'a évidemment pas les mêmes effets qu'une cession, qu'un apport partiel d'actifs ou autre. Et on verra d'ailleurs que les textes relatifs à la participation et à l'intéressement ne citent pas exactement les mêmes restructurations. Premièrement, donc, quel est ce projet? Et deuxièmement, quels sont les critères de l'accord dont on parle? Accord de participation, accord d'intéressement, quels sont les critères de l'accord d'intéressement? Est-ce que l'intéressement est assis sur les performances d'une activité particulière de l'entreprise, sur des critères liés à la RSE? Et donc très concrètement, est-ce que l'opération qu'on a identifiée, par ses effets, est-ce qu'elle va rendre impossible l'application de ces critères demain? C'est vraiment in concreto, cas par cas. Est-ce que demain, après l'opération, on va être capable de maintenir les critères qui sont prévus par l'accord de participation d'intéressement? Donc, pour répondre à ta question, je crois qu'on est sur quelque chose de très pratico-pratique, cas par cas, individuel, individualisé. Il n'y a pas de règles qui vont s'appliquer de manière générale, du cas par cas, du matériel, du pratico-pratique. Merci Benjamin. Oui, et la question peut être aussi de savoir si on peut anticiper finalement ces cas d'impossibilité, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à un moment de la conclusion d'un accord d'intéressement ou de participation, on puisse ab initio dire, écoutez, à l'occasion d'une opération de restructuration, à l'occasion d'une opération de transfert, eh bien, cet accord-là sera inapplicable, quelle que soit l'opération à venir. Et donc, on considère dès le début, au moment où je conclue un accord, qui sera de toute façon impossible à appliquer ultérieurement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager éventuellement? Je ne sais pas si... Oui, alors je ne sais pas si mon micro... Ouais, Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Alors, ce n'est pas un exercice facile, en tout cas, d'anticiper cette question du maintien de l'accord ou de l'impossibilité de poursuite de l'accord. Pour l'intéressement, comme tu l'as dit, Benjamin, c'est beaucoup une appréciation, au final, concrète et au regard des critères de calcul qu'on a dans l'accord d'intéressement, au regard de la formule de calcul. En fait, c'est d'apprécier si, à l'aune de l'opération qui est projetée, la formule de calcul peut fonctionner après. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à fonctionner aux bornes de l'entité transférée? C'est un peu ça la réflexion. Donc on peut imaginer que, en perspective d'une opération de restructuration impliquant un transfert de personnel, on peut repenser en amont la formule de calcul, les critères de calcul de l'intéressement, de façon à ce que ensuite les critères puissent continuer à fonctionner après
l'opération. C'est quelque chose qu'on a déjà eu, auquel on a déjà été amené à réfléchir avec un client au cabinet. Donc il s'agissait d'une opération de restructuration, mais interne à un groupe, impliquant des transferts de personnel entre plusieurs entreprises du groupe. Et le client, par ailleurs, devait négocier un nouvel accord d'intéressement pour une nouvelle période triennale, accord d'intéressement de groupe. Et donc, on a essayé d'imaginer avec le client une formule de calcul dans la perspective de cette restructuration intragroupe qui pourrait fonctionner avant, mais qui pourrait aussi fonctionner après, pour éviter qu'on tombe dans cette situation d'impossibilité. Donc c'était plutôt pour empêcher l'impossibilité et que l'accord puisse continuer à fonctionner après. Donc on a essayé d'imaginer, donc ça impliquait de repenser beaucoup la structure, totalement même la structure de l'intéressement qui était conçue par le groupe, puisque c'était une structure assez classique avec un intéressement accord de groupe et des accords d'entreprise avec des critères par entreprise. Donc ça impliquait, puisque le transfert, ensuite, les cartes étaient un peu rebattues, il fallait imaginer une formule, du coup, qui dépasse un peu le cadre des entreprises, donc qui dépasse le cadre de l'entreprise, alors qu'avant, les critères étaient entreprise par entreprise. Donc, ça a amené pas mal de questions, mais toujours est-il que c'était quelque chose, c'était une forme d'anticipation. C'était une forme d'anticipation. Alors pour la participation, je pense que les choses sont peut-être un peu plus simples, peut-être parce qu'il y a peut-être moins d'impossibilités pour la participation, en tout cas quand c'est de la formule légale. Ça dépend de l'opération, comme tu l'as dit Benjamin, mais quand c'est une opération avec transfert dans une structure d'accueil qui n'a pas d'accord de participation, il n'y a pas trop de difficultés, donc il n'y a pas grand-chose à anticiper. En revanche, si, comme tu l'as dit Vincent, le fait qu'il y ait un accord de participation dans la structure d'accueil, c'est une cause d'impossibilité, là, malheureusement, je vois mal comment on peut anticiper les choses. On va avoir un accord de participation qui s'applique dans l'entité d'accueil et l'accord de participation applicable aux salariés transférés va cesser de s'appliquer automatiquement. Et on va pas pouvoir anticiper les choses. Mais après, les salariés vont avoir de la participation comme ils en ont eu auparavant. Donc si c'est sur de la formule légale, quelque part, il n'y a pas beaucoup de changements. Ils en ont avant et ils en auront après. Sauf à ce que la réserve le calcul de la réserve soit moins favorable dans l'entité d'accueil. Mais ça, c'est une autre question. Et sans doute que même si on a essayé d'anticiper, je dis bien essayé, d'anticiper les causes d'impossibilité dans l'accord, donc a priori, sans doute qu'à posteriori, il faut se réunir et échanger ou constater ou non l'impossibilité. Le guide de l'épargne salariale, l'administration nous encourage à un constat sur cette impossibilité. Donc c'est vrai que même si on a essayé d'anticiper, sans doute qu'il faut réfléchir au moment même de la restructuration sur cette impossibilité très concrète. C'est sans doute qu'il ne faut pas s'arrêter au terme de l'accord, encore une fois, même si on a essayé d'anticiper valablement. Et s'agissant de la participation, donc le guide de l'épargne salariale, effectivement, nous dit qu'à partir du moment où il y a un accord de participation en vigueur au sein de l'entité d'accueil, bien, il y a une cessation automatique de l'accord. Mais c'est l'administration qui dit ça. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu de la jurisprudence sur le sujet. J'imagine que si elle le dit, c'est parce que pour des raisons financières, il n'est pas possible d'établir 2 réserves spéciales de participation. Bon, très bien, mais à ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence. Bon. En revanche, sur l'intéressement, comme le disait Vincent tout à l'heure, on pourrait tout à fait avoir 2 accords d'intéressement qui se cumulent, dont l'application se cumule. Vincent nous a dit, mais oui, mais certains disent qu'à partir du moment où ces accords ont le même objet, il faudrait choisir entre l'un ou l'autre. Moi, je me dis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'ils ont le même objet, certes, mais ils n'ont pas nécessairement la même formule. Ils ne récompensent pas forcément la même chose. Et je ne vois pas pourquoi, automatiquement, ça ferait tomber l'accord de l'entité d'origine. C'est vrai que pour l'intéressement, je rejoins ce que dit Lucie. Quand on a connaissance dans la période triennale qu'une opération va avoir lieu, autant que faire se peut, on essaye, au moment de la rédaction de l'accord, de l'anticiper. C'est-à-dire que, tout à fait, on essaye et anticiper sur la formule de calcul l'impact que cela va avoir et également, éventuellement, sur la répartition. Après, s'il intervient une opération qui n'a pas été anticipée, eh bien, c'est là, effectivement, que le plus souvent, on va vers le constat de l'impossibilité de maintenir
l'accord dans l'entité d'accueil. Et c'est là aussi le pragmatisme, et là je te rejoins aussi Vincent, souvent des partenaires sociaux, c'est d'essayer, s'il est possible, de faire en sorte que, alors c'est aléatoire l'intéressement, donc c'est toute la question, mais d'essayer, on va dire, que la formule dans l'entité d'accueil permette qu'un niveau, on va dire, à peu près similaire puisse être distribué aux salariés. Alors, il est certain qu'il faut respecter le critère de l'aléa, et donc, enfin, la condition que l'accord d'intéressement doit être aléatoire, mais c'est vrai qu'on le voit le plus souvent dans cette matière-là. Quand on est vraiment interrogé en amont, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que l'impact de la restructuration sur les dispositifs et in fine sur les salariés soit le plus limité possible. Et donc, c'est à nous de réfléchir aux solutions que l'on peut apporter aux salariés. Et après, je fais une petite transition, mais sur les accords de groupe, c'est là aussi où l'on voit la pratique finalement. C'est-à-dire que les accords de groupe, les partenaires sociaux, en amont, et même avant toute réflexion sur une modification, une restructuration qui pourrait arriver au cours de l'exercice d'application de l'accord, se disent, effectivement, on sait que souvent, dans une vie d'une entreprise, il va y avoir une modification du périmètre du groupe. Et finalement, est réfléchie là bien en amont la question de si l'opération a un impact sur le périmètre, qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, quand on regarde les clauses dans les accords de groupe d'anticipation de ces sorties de périmètre, on voit peu utiliser le terme impossibilité de maintenir. Mais finalement, il est là, c'est-à-dire qu'on anticipe, on sait que c'est là où on va aller, mais on se dit, si une condition n'est plus respectée, par exemple une détention à plus de 50% d'une entreprise par une société mère, la société va sortir du périmètre, et dans ces cas-là, excusez-moi, on ne va plus appliquer l'accord. Et on ne dit pas c'est pas possible, mais on dit on ne va plus appliquer l'accord. Et c'est là aussi que ça peut être intéressant de réfléchir, est-ce que dans la clause de sortie de périmètre, on dit à partir de quand on arrête d'appliquer l'accord. Et ça, ça dépend des pratiques, et on le voit dans différents accords. On peut se dire, oui, on dit c'est au moment de la sortie du périmètre, c'est avant, ou cela dépend du moment où survient l'opération juridique de transfert au cours de l'exercice. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en pratique, souvent pour les accords de groupe, en tout cas, on essaye d'anticiper ces opérations-là. Oui, merci Sonia, parce que ce que tu dis en fait amène à se poser la question de savoir si les cas d'impossibilité, ils peuvent varier en fonction du niveau de conclusion de l'accord, qu'il s'agisse d'un accord de groupe, d'entreprise. Est-ce qu'on doit apprécier différemment cette impossibilité ? Parce que si c'était le cas, peut-être qu'on devrait privilégier un niveau de conclusion d'accord plutôt qu'un autre. Je ne sais pas, c'est la question... De la même manière, en fait, on aborde cette question de la même manière qu'un accord d'entreprise, c'est-à-dire on va aller regarder si la formule, elle permet ou pas la poursuite. Et souvent, quand il existe un accord de groupe, des indicateurs, en tout cas c'est obligatoire en matière d'intéressement, mais il y aura des indicateurs de calcul groupe. Et donc, c'est sûr que cela peut être, entre guillemets, plus simple, même si c'est facile à dire, de constater que dès lors qu'il y a une sortie du périmètre, on ne peut pas calculer cet indicateur groupe. Et donc on en vient effectivement au fait que très souvent, en pratique, on constate l'impossibilité, parce que je crois que c'est un peu la solution de facilité, il faut le dire, mais c'est ce qui nous permet aussi peut-être d'en sortir par le haut, à travers la négociation collective, de se mettre tous autour de la table. Et quand bien même, Vincent l'a expliqué tout à l'heure, on ne serait pas dans le cadre des dispositions sur la mise en cause des accords collectifs, néanmoins, la situation nous amène de toute façon à se réunir et à essayer de traiter la solution via la négociation et la conclusion d'un accord collectif. C'est comme ça qu'on fait en pratique, enfin j'imagine que tout le monde
à cette pratique-là. Et alors on peut se poser la question de savoir comment aborder cette négociation collective. Est-ce que c'est une négociation collective qui doit nécessairement intervenir après l'opération? Et donc on se retrouve au sein de l'entité d'accueil, et puis on négocie voilà ce que deviendra l'accord d'intéressement ou l'accord de participation. S'il n'y avait pas d'accord au départ, on a 6 mois pour négocier, et puis on se met autour de la table. Mais est-ce qu'au fond, il ne serait pas possible d'anticiper ces négociations avant l'opération de transfert et d'utiliser le dispositif des accords d'anticipation qu'on a dans le Code du travail, les accords de transition, les accords d'adaptation? Est-ce que ce ne sont pas des outils qui nous permettraient justement, en amont du transfert, de traiter le sujet de l'intéressement et de la participation? Est-ce que c'est des accords qui sont des outils juridiques qui sont utilisables pour l'intéressement et la participation? Oui, Romain, merci pour cette question. C'est une très bonne question. Effectivement, et je pense que ça dépend probablement de la situation et de ce qu'on veut faire. Alors l'accord de transition, qui est l'accord tripartite, c'est-à-dire l'accord conclu avant une opération de transfert entre les deux entités parties prenantes à l'opération, l'entité d'origine et l'entité d'accueil, et côté salarial avec les organisations syndicales représentatives de l'entité d'origine. Alors, l'accord tripartite qui peut être conclu avant une opération de transfert, donc, des clauses d'épargne salariale peuvent peut-être trouver leur place dans ce type d'accord, pour prévoir certaines choses, peut-être pour prévoir justement acter la cessation de l'accord d'intéressement. On peut imaginer qu'on insère une clause là-dessus dans l'accord de transition, qui est souvent un accord général, qui traite de pas mal de sujets, de tout le statut collectif, ou pour sécuriser la poursuite, à l'inverse, pour sécuriser la poursuite de l'accord d'intéressement ou de participation après l'opération. Ça, on peut l'imaginer. Après, si ce qu'on veut faire, c'est modifier l'accord d'intéressement de l'entité d'accueil pour, par exemple, réviser la formule de calcul, réévaluer les objectifs pour prendre en compte un peu le nouveau visage de l'entreprise qui récupère, par exemple, toute une activité, et donc les objectifs qui étaient prévus, les niveaux d'atteinte ne sont pas adaptés. Si, au final, ce qu'on veut faire, c'est réviser un petit peu le calcul de l'intéressement. Là, je ne suis pas sûre que l'accord tripartite soit très adapté, parce qu'on va avoir un problème de partenaire avec qui on va conclure l'accord, puisque l'accord tripartite n'est pas signé, n'est pas conclu avec les organisations syndicales signataires, les organisations syndicales représentatives de l'entité d'accueil, qui ont pu être les signataires ont pu signer l'accord d'intéressement de l'entreprise d'accueil. Et comme là, quelque part, ce qu'on cherche à faire, c'est réviser, finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est réviser l'accord d'intéressement, en fait. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est un avenant à l'accord d'intéressement. Il faut bien respecter les règles de révision des accords d'intéressement, et donc il faut bien que l'accord soit conclu avec les organisations syndicales représentatives signataires de l'accord d'intéressement de l'entreprise d'accueil. Donc là, l'accord tripartite ne va pas forcément être adapté, l'accord de transition, et peut-être que ça serait davantage l'accord quadripartite, l'accord d'adaptation, je crois communément retenu, appellation communément retenue, l'accord d'adaptation va peut-être davantage trouver sa place si on cherche les véhicules qui existent en droit commun de la négociation collective qu'on pourrait utiliser. Peut-être cet accord-là trouverait davantage sa place, puisqu'il est signé non seulement avec les entités parties prenantes à l'opération, mais également avec les organisations syndicales représentatives de l'entité d'origine et les organisations syndicales représentatives de l'entité d'accueil. Et donc on embarque les OSR de l'entité d'accueil, ce qui permettrait de réviser l'accord d'intéressement. Mais plus largement, ça pose quand même la question de savoir si ces véhicules qui sont propres à la négociation collective de droit commun, pour gérer finalement la question de la mise en cause des accords collectifs de droit commun,
Est-ce qu'ils sont parfaitement calibrés pour nos sujets d'épargne salariale? C'est quand même une question, parce que certes, on a besoin d'anticiper les choses, mais parfois c'est pas forcément les véhicules les plus adaptés. Peut-être qu'au final, quand on veut réviser un accord d'intéressement, peut-être qu'au final, ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement un avenant à l'accord d'intéressement de l'entreprise d'accueil. Donc ça dépend un peu ce qu'on veut faire. La réponse, je pense qu'elle est ainsi. Et parfois, peut-être que finalement, on va anticiper les choses, mais finalement, ce qu'on va faire, c'est de la révision classique des accords d'épargne salariale. Parce que la matière de l'épargne salariale, comme le disait Vincent, c'est une matière très dérogatoire du droit commun. Oui, moi, l'avantage que j'y voyais effectivement dans le quadripartite, plutôt que l'accord de transition, mais pour les mêmes raisons que tu évoquais, Lucie. Non, simplement, ce que je me disais, la possibilité d'anticiper comme ça permet non seulement de traiter des sujets d'intéressement-participation, mais peut-être que cet accord d'anticipation, il peut aussi englober d'autres sujets qu'il englobe habituellement, et donc de faire une négociation un peu globale avant le transfert sur ce que sera le statut collectif de demain. Voilà. En quelque sorte, c'était d'intégrer l'intéressement-participation dans cette négociation plus globale qu'on a maintenant l'habitude de mener à l'occasion de ce type d'opération. Alors, ça me fait penser à un point que nous dirait l'URSSAF si l'on passe par ce type d'outils juridiques. Est-ce qu'elle peut nous reprocher de ne pas être passée par un accord, un avenant à un accord d'intéressement qu'elle a l'habitude de voir quand elle fait des contrôles? Est-ce que de ce point de vue-là, cet accord d'anticipation serait un peu dangereux à mettre en place? Et se pose aussi la question, parce qu'on a eu le sujet à traiter, mais comme dans beaucoup d'entreprises, le fait d'éventuellement anticiper avant le 30 juin pour une opération juridique qui a lieu après. Voilà, si vous avez une idée de la position de l'URSSAF sur... ça peut être intéressant. Très honnêtement, sur l'accord quadripartite, je n'ai jamais, pour le moment, conclu d'accord de ce type pour anticiper une opération de transfert en matière d'épargne salariale. Comment pourrait réagir une URSSAF au moment du dépôt des accords? Je peux l'imaginer, c'est-à-dire que je pense que ça poserait question. C'est-à-dire que peut-être pas qu'on serait sur un refus immédiat au moment de l'homologation, mais en tout cas, cela interrogerait, je pense, l'administration parce que c'est pas des choses qu'elle a l'habitude de traiter. Et plus basiquement, vous savez que les accords d'épargne salariale doivent être donc déposés. Il y a une plateforme dédiée aux accords d'épargne salariale et je ne suis pas sûre que ça rentre parfaitement dans les cases. Voilà. Donc, si l'on voulait utiliser un tel véhicule, peut-être que la recommandation, ça serait en amont, éventuellement, de se rapprocher d'une DRET ou d'une URSSAF compétente pour savoir comment elle recevrait finalement un tel accord. Plus généralement, alors pas que sur les accords de ce type d'accord un peu dérogatoire, mais quand on est dans des situations un peu complexes d'épargne salariale, notamment du fait, comme vous l'avez dit, du moment où va intervenir l'opération juridique de transfert, post ou après le 30 juin notamment, et que ça crée une difficulté intrinsèque à la conclusion de l'accord d'intéressement. Là, moi, je peux recommander effectivement de se rapprocher de l'administration parce qu'elle comprend. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent, il y a des choses qui ne passent pas, on le sait en matière d'intéressement, mais ces difficultés-là, qui sont de toute façon inhérentes au caractère aléatoire de l'intéressement et où, si on est sur de la répartition dérogatoire qui pose aussi question, moi, j'ai déjà eu l'occasion de le traiter, l'administration comprend et admet certaines dérogations aux règles habituelles en matière d'épargne salariale. Après, il est certain que ce sujet de la date
dans notre matière est centrale. C'est-à-dire que, surtout, bon là on va dire en matière d'intéressement pour être un peu classique, si on a une opération juridique de transfert qui va avoir lieu lors du second semestre d'application d'un accord annuel qui est sur l'année, eh bien, comment fait-on si jamais il n'y a pas d'accord d'intéressement dans la société d'accueil? Eh bien, c'est une question, une des nombreuses questions qui se posent. Et c'est là que on a des moyens pour réfléchir, éventuellement trouver à conclure un accord d'intéressement qui ne serait pas sur l'exercice fiscal ou l'exercice comptable dans la société d'accueil. Voilà, mais ça, c'est vrai que ce sont des choses qui, alors pas forcément par des accords d'anticipation ou des accords de transition, mais c'est des choses qu'on anticipe toujours. C'est-à-dire que on va sans doute conclure un accord spécifique d'intéressement sur ce sujet et on va essayer de trouver des moyens pour remédier à ces difficultés. Merci. Le cas de l'accord d'intéressement, le cas de l'opération qui intervient après le 30 juin et qui consiste en un transfert d'entreprise dans une entité dans laquelle il n'y avait pas d'accord d'intéressement, c'est un vrai problème. Alors nous, dans un dossier que j'ai eu l'occasion de regarder, de traiter, en fait, ce qu'on a été obligé de faire, on était dans un groupe avec la création d'une nouvelle entité dans laquelle on avait décidé de réunir des fonctions support du groupe. Il n'y avait pas d'accord d'intéressement dans cette entité. Le transfert devait intervenir le 2 ou le 3 juillet et il était impossible de faire ce transfert avant le 30 juin. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un accord d'intéressement et de participation au niveau du groupe. Et donc on a transféré quelques salariés, très peu du management, du top management, dans l'entité d'accueil pour qu'ils puissent faire adhérer l'entité d'accueil à cet accord de groupe, de sorte que le 2 ou le 3 juillet, quand plusieurs centaines de salariés rejoignaient la nouvelle entité, eh bien, cette entité serait couverte avant le 30 juin par un accord d'intéressement et de participation. Voilà. C'est la solution qu'on avait trouvée, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait 50 000. Et pourtant, c'est un sujet qui se pose très, très souvent. Ouais. Donc là, on est dans l'anticipation. On parlait de l'anticipation. On a parlé d'accords d'anticipation. Qu'est-ce qu'on peut également faire en amont du transfert pour, notamment, si on le fait en général, c'est pour anticiper un manque à gagner d'intéressement et de participation des collaborateurs qui étaient dans une entité dans laquelle il y avait un intéressement et une participation extrêmement intéressante. C'est dommage, mais on ne va plus avoir la même chose dans l'entité d'accueil. Et donc, ce que l'on fait, mais j'imagine que tout le monde l'a déjà observé ou fait, on prévoit des primes de transfert. On prévoit des primes de transfert pour essayer de compenser le manque à gagner en intéressement participation. Donc la prime de transfert, c'est aussi un outil d'anticipation. Elle pose un certain nombre de questions, notamment celle de savoir si on peut faire varier cette prime de transfert en fonction, je dis n'importe quoi, de l'ancienneté des collaborateurs, par exemple, puisque la question, c'est vraiment de compenser un manque à gagner. Et donc, a priori, c'est l'ensemble des collaborateurs qui vont être transférés, qui vont subir le même préjudice futur, même si, ab initio, ils ne percevaient pas le même montant d'intéressement-participation. Il n'empêche que le préjudice futur, c'est de toute façon d'avoir moins que ce qu'on avait auparavant. Et donc, la question s'était posée de savoir si on pouvait faire varier le montant de cette prime en fonction de l'ancienneté. On est arrivé à la conclusion que non, parce qu'elle avait en réalité le même objet, de compenser le manque à gagner. Et donc, l'idée, c'était pas nécessairement d'expliciter le fait qu'elle venait compenser de l'intéressement-participation, mais qu'elle était beaucoup plus globale et qu'en réalité, elle venait réparer un préjudice plus important qui était le préjudice lié au transfert, parce qu'on était dans une entreprise au départ qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et qui distribuait beaucoup d'intéressement-participation, et que du fait du transfert, quand bien même on reste dans le même groupe, eh bien, on va atterrir, si je puis dire, dans une entité dans laquelle on aurait moins d'intéressement-participation. Voilà, je ne sais pas si vous avez pratiqué ou si vous continuez de pratiquer en anticipation, en tout cas, ce type de prime.
mais ça fait partie, en tout cas, à mon avis, des outils... Ce qui n'empêche pas, au demeurant, bien sûr, de négocier, évidemment, parce que de toute façon, on a l'obligation, un nouvel accord d'intéressement a posteriori, mais c'était une manière de dire, bon, ça va être moins favorable demain, on va le compenser pour un certain temps, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même être couvert par un nouvel accord d'intéressement, il sera forcément moins intéressant que celui que vous aviez avant, on va trouver un juste milieu, et pour essayer de compenser le tout, on verse cette prime. Je ne sais pas si... Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut se penser. Il faut juste faire un petit peu attention au principe de non-substitution pour éviter qu'on soit trop vase communicant entre de l'épargne perdue et du salaire versé. Donc effectivement, il faut que ça ait une vocation très générale de compensation d'un préjudice lié au transfert très global, en fait, et sans être uniquement limité à l'intéressement. Non, pas de réaction. Donc, vous vouliez peut-être dire un mot, ça a été évoqué tout à l'heure par Vincent, le sujet de la rétroactivité. Alors, même s'il est traité, on l'a vu tout à l'heure par la jurisprudence, ça reste quand même un sujet de préoccupation, notamment entre les services de droit du travail et les services corporels des entreprises ou au sein des cabinets d'avocats. Il y a toujours des discussions qui portent sur cette rétroactivité et comment on envisage de la traiter. Oui, alors effectivement, comme l'a dit Vincent et comme vous le dites, la rétroactivité, c'est vraiment le sujet super compliqué de cette matière en cas de restructuration. Alors, les difficultés, elles ont été parfaitement mises en évidence par Vincent. C'est vraiment, c'est surtout essentiellement au niveau du calcul des primes individuelles, donc de la répartition. Surtout pour la répartition de la réserve spéciale de participation et du décalage que l'on peut avoir entre le calcul de la réserve spéciale de participation où la jurisprudence nous dit de façon assez claire qu'on prend en compte la rétroactivité fiscale et comptable pour calculer la réserve, et le décalage qu'il peut y avoir donc entre le calcul de la réserve et le calcul des primes, où pour le coup, la jurisprudence est quand même un petit peu plus floue. Alors certes, il y a ce fameux arrêt de 1983, mais bon, il est quand même assez isolé. Et puis, on va dire il est rendu dans une hypothèse de fusion et dans des hypothèses de cession partielle d'entreprise. Là, on a de la jurisprudence d'appel un peu flou. La question n'est pas véritablement réglée de savoir si il faut faire jouer une sorte de rétroactivité pour le calcul des primes pour aligner les étoiles ou pas, parce que c'est quand même pas évident dans un transfert partiel d'entreprise de prendre en compte pour le calcul des primes d'éléments que sont la durée de présence ou les salaires versés sur une période antérieure au transfert, c'est-à-dire une période au cours de laquelle les salariés n'étaient pas encore dans l'entreprise d'accueil. Donc il y a effectivement c'est ce décalage qui fait que c'est parfois un vrai sac de nœuds et extrêmement compliqué. Et en plus, c'est un sujet dans lequel on doit rentrer assez vite, dans lequel les entreprises doivent rentrer assez vite, parce qu'en fait, dès le stade de l'information-consultation du CSE sur l'opération projetée, on a besoin de donner des informations là-dessus, d'être un peu, dans les grandes lignes, mais d'être un petit peu certain, d'avoir en tout cas une idée de ce qui va se passer pour le calcul de leur réserve et ou de l'intéressement, et de ce qui va se passer pour le calcul des primes individuelles, parce que les salariés sont désireux de savoir quel est l'impact du transfert sur le montant de leurs droits. Donc il faut pouvoir être en mesure de dire si les primes, s'ils vont avoir droit à des primes calculées proportionnellement au prorata de la période passée avant le transfert, et puis ensuite des primes calculées au prorata de la période après le transfert. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut se positionner assez vite. Alors, est-ce qu'on peut régler cette difficulté ? Est-ce qu'on peut la régler en amont ?
c'est pas évident. C'est pas évident. Ça me fait penser à un cas qu'on avait eu où les salariés, du fait de la rétroactivité, perdaient beaucoup de participation. Parce que c'était encore une restructuration, enfin une réorganisation intra-groupe où une activité était cédée dans une coquille vide créée pour l'occasion. Et donc la rétroactivité avait pour effet de réduire énormément la réserve spéciale de participation de l'entreprise d'origine, puisque l'activité cédée n'était pas prise en compte dans les bénéfices servant au calcul de la réserve. Donc les salariés avaient une participation très réduite, du moins pour la partie de l'année où ils étaient encore employés par l'entreprise d'origine. Et c'est une difficulté qu'on a essayé de résoudre en imaginant conclure un accord de participation de groupe avant la fameuse date du 30 juin pour calculer la réserve spéciale de participation au niveau du groupe. Et donc en faisant remonter le calcul de la réserve au niveau du groupe, quelque part on neutralisait l'impact de la rétroactivité sur le calcul de la réserve. Donc voilà, on peut, en tout cas, quand on peut faire quelque chose et qu'on est avant le 30 juin, il faut le faire. Mais là encore, on est soumis aux aléas de la date de l'opération. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et sinon, il existe aussi un moyen, mais qui n'est pas toujours adapté, c'est l'éventuel versement d'un supplément d'intéressement ou de participation. Mais évidemment, ça va dépendre de la population qui est transférée par rapport à l'accord d'origine. Mais c'est également, moi, un moyen que j'ai pu utiliser dans le cadre de ce genre d'opération pour essayer de faire en sorte que le salarié qui est transféré, il ait globalement les mêmes montants qui soient versés pour qu'il ne soit pas impacté directement par l'opération. Supplément avant le transfert. Avant et ou après. Voire après. L'entreprise cédante, de l'entreprise d'accueil. Voire après même. C'est-à-dire que si jamais j'ai un accord par exemple de participation dans mon entreprise d'accueil qui va être moins 10 ans, et ben, on va calculer la participation telle que, mais on donnera un supplément pour faire en sorte qu'au global, les salariés aient la même chose que s'ils avaient pas été dans le cadre de cette opération. Ok, entendu. Merci. Donc là, on vient d'évoquer, c'est vrai, le cas qu'on rencontre le plus souvent, qui est celui d'un transfert au sein d'une entité, d'une entreprise, d'une société dans laquelle il y a déjà des salariés, dans laquelle on a des institutions représentatives du personnel, voire même un accord de participation et d'intéressement qui s'applique. Mais il peut arriver, et ça arrive quand même souvent, que cette opération de transfert vise à transférer du personnel, par exemple dans un groupe, dans une entité qu'on vient de créer pour les besoins de l'opération. J'évoquais tout à l'heure le cas d'une opération de restructuration qui visait à réunir les fonctions support du groupe au sein d'une même entité. Et pour les besoins de cette opération, on va créer une société qu'on peut qualifier de société d'entreprise nouvelle, dans laquelle il n'y avait pas de salariés, il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas de représentants du personnel. Alors dans ce cas-là, que faut-il faire ? Il faut en principe, le code nous dit, négocier dans l'entreprise d'accueil dans les 6 mois un accord d'intéressement et de participation puisqu'il n'y en avait pas avant. Et donc la question c'est de négocier avec qui ? Avec qui, puisque dans certaines opérations, alors vous pouvez en avoir dans lesquelles il y a le CSE de l'entreprise d'origine qui est transféré, les délégués syndicaux de l'entreprise d'origine qui sont transférés également. Le périmètre finalement de représentativité est le même que celui de l'entreprise d'origine, et donc on va pouvoir ouvrir des négociations avec les délégués syndicaux qui sont transférés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir des opérations dans lesquelles cette concentration au sein d'une même entité juridique
fait que vous avez du personnel qui vient d'une des entités du groupe avec son CSE, CDS, mais vous pouvez tout à fait aussi avoir des salariés qui viennent également dans cette entité, mais qui, eux, ne sont pas représentés par un CSE ou par des délégués syndicaux. Et donc, même si en général on rattache les salariés transférés qui viennent sans leur représentant du personnel à un des CSE dans l'entreprise d'accueil, il n'empêche qu'en termes de représentativité, les délégués syndicaux des établissements qui avaient été transférés ne sont pas représentatifs aux bornes de cette nouvelle entité. Et donc, on prend néanmoins un risque, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, à négocier un accord d'intéressement et de participation avec ces délégués syndicaux qui ne sont pas représentatifs aux bornes de la nouvelle entité, de même que de négocier avec le CSE ou les CSE, de mettre en place un CSE central, mais qui lui-même non plus ne serait pas représentatif de l'intégralité des salariés dans cette nouvelle entité. Ça paraît compliqué aussi. Et donc il reste la possibilité de faire un accord avec les salariés, aux 2/3 des salariés, mais on sait combien... Voilà, c'est difficile à mettre en place. Et puis il y a la solution que j'évoquais tout à l'heure, qui est peut-être la plus simple, mais qui n'est pas forcément la plus fréquente. C'est que quand il y a un accord d'intéressement et de participation au niveau du groupe, l'entité d'accueil va adhérer à cet accord. Voilà. Mais c'est vrai que le cas des entreprises nouvelles, c'est un vrai sujet parce qu'on se retrouve dans des situations où on ne peut pas négocier, on voudrait négocier, mais on ne peut pas concrètement négocier. Alors je me suis posé la question de savoir si, dans ces hypothèses-là, on ne pouvait pas néanmoins continuer d'appliquer, au moins à titre volontaire, faire une application volontaire, des accords, des différents accords d'intéressement, par exemple, qui avaient été négociés. Alors ce qui supposerait au préalable d'avoir dit qu'ils n'étaient pas... qui pourraient continuer à s'appliquer, qu'il ne serait pas impossible de continuer à les appliquer. Et donc on aurait plusieurs accords d'intéressement qu'on appliquerait de manière volontaire à différentes populations qui pour autant sont réunies sous le même employeur. Mais je me dis que ça pourrait éventuellement être une solution dans l'attente, enfin ce serait une solution temporaire bien sûr, mais dans l'attente de la constitution de nouvelles instances représentatives du personnel pour enfin avoir une représentativité au périmètre. Voilà, c'était les points qui... Oui. Mais en plus, je souscris tout à fait à ce que tu dis, et par ailleurs, une difficulté supplémentaire, c'est que lorsque l'on décide de négocier, alors on a bien dit avec qui, il faut bien garder en tête une des conditions d'exonération des accords d'intéressement, c'est la mise en place des institutions représentatives du personnel. Et dans l'absolu, si je n'ai pas mis en place d'IRP, je pourrais perdre le régime social et fiscal de faveur. Et c'est toute la question du délai. Est-ce que l'administration est suffisamment aidante pour considérer que vous n'avez pas l'obligation immédiatement, au jour 1, d'organiser des élections pour qu'éventuellement, si vous êtes dans la première période de l'exercice, vous envisagez derrière de mettre en place un accord d'intéressement. Alors, surtout que, comme je le disais, on est face, quand on doit déposer les accords d'intéressement, on est face à un logiciel un peu bête et méchant qui nous demande de joindre tel et tel document. Un PV, par exemple, de carence. Et si on n'a pas organisé l'élection, on n'a pas de PV de carence. Donc c'est tout ça, effectivement, aussi avec lesquels il faut jongler. Et donc, moi, j'ai eu une expérience d'une entité nouvelle, de la même manière, regroupement donc d'activités au sein d'un groupe, 1500 personnes. Donc, ce regroupement est intervenu au 1er avril. Les élections n'allaient être organisées qu'en septembre. Donc on avait vraiment un problème. Il était impossible là d'envisager de laisser s'appliquer les accords d'intéressement, parce qu'on était en plus dans une situation un peu particulière. Et donc, et il était aussi impossible que les salariés n'aient pas d'intéressement. Donc voilà. Et donc là, la seule solution qu'on avait, c'était le référendum,
qu'on a organisé maintenant, bon, avec des partenaires qui font quand même ça bien et relativement aisés. Et surtout, on a eu vraiment un très bon retour parce qu'on a dit aux collaborateurs, de toute façon, si vous ne votez pas, vous n'aurez rien. Donc ça, il y a 95% de participation, on a eu 100% de oui. Une élection un peu dictatoriale. Mais voilà. Et là, le seul tout petit point où on a dû avoir vraiment là, on a demandé la confirmation à l'administration en amont, c'est que même pour organiser un référendum, en principe, normalement, mes OS ou mon CSE doivent me dire oui, d'accord, vous pouvez organiser un référendum. Dans les entreprises de plus de, où un CSE ou des OS doivent être présentes. Et donc, je n'avais pas ce courrier, cette autorisation. Et donc, j'ai demandé à l'administration si je pouvais quand même faire un référendum si je n'avais pas cette autorisation, parce que pour le moment, j'avais personne qui pouvait m'autoriser, et ils m'ont dit oui. Voilà. Peut-être un mot des seuils d'effectifs, notamment quand on arrive dans une société où il n'y avait pas de salariés, justement. Est-ce qu'au fond, alors on a l'obligation de négocier dans les 6 mois, il n'y en avait pas. Comment est-ce qu'on articule cette obligation avec les 5 ans comment on gère ça? Oui, alors ça, c'est une question assez délicate dans laquelle sur laquelle Vincent nous a laissé à notre table ronde. C'est la question de savoir si une entreprise qui accueille, donc une entreprise vide, qui accueille d'un coup, du fait d'un transfert de personnel, plus de 50 salariés, cette entreprise est-elle immédiatement assujettie à la participation ou bénéficie-t-elle du report, vous savez, le fameux délai de 5 années civiles consécutives prévu par la loi Pacte, qui est le délai, c'est le principe que l'effet de seuil ne se déclenche que l'effet en cas de passage d'un seuil d'effectif ne va se déclencher qu'à l'issue d'une période de 5 années civiles consécutives à ce seuil d'effectif. Donc, est-ce que l'entreprise d'accueil bénéficie de cette période de franchissement de 5 ans ou bien est-elle immédiatement assujettie à la participation? Parce qu'elle doit négocier, mais elle n'a pas l'obligation de conclure. Cependant, si elle est assujettie à la participation, évidemment, elle va avoir l'obligation de conclure de facto. Alors, c'est une question assez délicate sur laquelle les textes ne nous disent pas, elle n'est pas vraiment réglée par les textes, parce que je crois que c'est l'article R130-1 du Code de la Sécurité sociale qui donne quelques éléments, mais qui en fait ne prévoit qu'une règle de calcul des effectifs en cas de transfert de personnel. C'est-à-dire que l'article du Code de la Sécurité sociale nous dit comment calculer les effectifs, et en fait il nous dit que par exception à la règle selon laquelle les effectifs sont, dans cette matière, sécurité sociale et participation, calculés sur la moyenne de l'année civile précédente, par exception, en cas de transfert, les effectifs vont correspondre au nombre de personnes employées le dernier jour du mois au cours duquel est intervenu le transfert. Donc, on nous dit comment calculer les effectifs, ok, mais on ne nous dit pas si la règle de franchissement de 5 ans s'applique. Alors, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, le BOSS, donne une solution. Il y est écrit, dans la partie consacrée aux effectifs, il est écrit très clairement que la période de franchissement de 5 ans s'applique, y compris en cas de passage du seuil de 50 du seuil de 50 salariés des suites d'un transfert de personnel. C'est dit très clairement. Alors, si on applique cette solution, une entreprise qui accueille plus de 50 salariés bénéficie en principe de la période de gel de 5 ans et a une obligation de négocier, mais du coup pas de conclure, et elle peut reporter à 5 ans la mise en place de la participation dans l'entreprise. Mais c'est pas une solution qui est complètement satisfaisante, surtout dans certains cas, elle ne l'est pas,
parce que on en a parlé, on a quand même souvent en tête de vouloir maintenir le niveau d'épargne salariale auquel les salariés avaient droit avant le transfert. Et si on est sur une situation de transfert de personnel qui concerne des salariés qui bénéficiaient déjà de la participation depuis longtemps, etc., c'est quand même pas évident pour l'entreprise qui accueille ces salariés de leur dire non, je suis pas tenu, et ce à quoi je ne suis pas tenu, je ne fais pas, et je vais pas faire de participation, on se revoit dans 5 ans. C'est pas facile, c'est pas un discours très enfin, c'est facile pour voilà, c'est pas un bon discours et c'est pas ce que les entreprises souhaitent. Donc la question, c'est de savoir si, du coup, est-ce que cette solution donnée par le boss est vraiment, comment dire, doit vraiment s'appliquer dans tous les cas? Est-ce que on peut, dans certaines hypothèses comme celle-là, l'écarter? Au motif que le boss, c'est vrai que le boss là-dessus prend parti, mais sur la question du passage de seuil d'effectifs en général. Tout dispositif confondu de sécurité sociale, c'est-à-dire sans prendre en compte les particularités de la participation et voilà, les droits des salariés, etc. Et puis, c'est aussi... il donne aussi des exemples, le boss, qui ne correspondent pas à celui-ci, l'exemple de salariés qui bénéficiaient de la participation auparavant. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que les rédacteurs du boss n'ont pas été jusqu'au bout des différentes hypothèses, au bout du raisonnement, et que c'est vrai que voilà, dans certaines situations, cette solution n'est pas forcément très très satisfaisante. Mais la question, c'est de savoir si une entreprise qui du coup déciderait de l'écarter et de faire de la participation, dans ce cas-là, elle serait dans de la participation volontaire, hein, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est là la question. Donc, c'est un peu une question délicate qui est finalement assez... qui revient fréquemment. On l'a eu souvent au cabinet, cette question. Et à laquelle, finalement, la réponse, elle est peut-être un petit peu à géométrie variable. Merci. On voulait peut-être terminer, avant la question, non, mais sur la partie contentieuse de l'intéressement participation à l'occasion de ces opérations de transfert. Vincent nous a dit tout à l'heure qu'il y avait peu de contentieux sur le sujet. Je crois que... Oui, je voulais en dire un mot, mais pour dire que Vincent avait raison, voilà, et ça on le sait tous. Il y a donc effectivement très peu de contentieux au quotidien sur ces sujets, mais on le comprend par nos échanges, parce que la solution finalement elle est dans la négociation, dans l'anticipation et dans le dialogue. Malheureusement ça ne marche pas toujours, et il y a quelques contentieux. En regardant de plus près, on voit 2 types de contentieux. Le premier, il est sur l'impossibilité dont on a parlé tout à l'heure. Et le deuxième type de contentieux, qui est encore plus rare, il est sur l'utilisation du sujet de la participation de l'intéressement au moment de la mise en œuvre des projets de réorganisation, et est-ce que ces sujets-là peuvent bloquer ou compliquer en tout cas la mise en œuvre de ces projets. Sur l'impossibilité, alors il y a peu d'exemples, j'en ai trouvé 2, mais ils ne sont pas inintéressants, ils nous permettent un peu de comprendre très précisément l'application de ces notions. J'ai trouvé le cas de la cour d'appel de Riom, il s'agissait d'une reprise en direct d'un service public de l'eau qui était auparavant géré par une entreprise privée. Et je trouve que la Cour d'appel est intéressante dans sa justification, puisqu'elle dit que les critères, les éléments d'appréciation qui étaient utilisés par l'entreprise privée en matière d'intéressement et de participation, je la cite, sont totalement étrangers au nouvel employeur. Je parlais en introduction de notre propos d'une appréciation très objective, critère par critère, etc. Là, on a le sentiment que la Cour d'appel nous dit on a un passage de privé à public, et donc, par nature, on ne peut pas utiliser, évidemment, les critères d'intéressement participation, et donc ils disparaissent. Le deuxième exemple que j'ai trouvé, c'est la Cour d'appel de Versailles, c'est plus récent, c'est en 2013. C'est un cas assez classique de fusion-absorption. Les effectifs augmentent, et la Cour considère que ici, l'aspect aléatoire n'était plus assuré, et donc l'accord d'intéressement doit tomber. Autre point intéressant de cet arrêt, l'employeur, on n'en a pas parlé, solliciter la caducité de l'accord d'intéressement. Bon, voilà, je ne sais pas ce que ça évoque. Est-ce que vraiment c'est une caducité de l'accord ? Je ne suis pas tout à fait sûr. 1186 du Code civil nous dit que la caducité, c'est lorsqu'un élément essentiel disparaît. Je ne suis pas sûr qu'on soit là dans la disparition
de l'accord, la caducité plus son impossibilité. C'est vrai que c'est moins juridique, mais en tout cas, c'est cela. Et alors, le deuxième contentieux qui m'a intéressé, mais qui est encore moins présent, c'est effectivement, est-ce que ces sujets-là, intéressement, participation, sont utilisés par les représentants du personnel pour tenter de compliquer une réorganisation? La réponse est oui, en l'occurrence, elle existe. L'exemple, on le connaît tous, c'est Wolters Kluwer France et la fraude. Vous vous en souvenez, une société française d'un groupe souscrit un emprunt auprès de sa société mère étrangère, emprunt pour un montant de 445 millions, qui évidemment affecte la comptabilité de la société française. Et donc on dit aux salariés, désolé, on a fait un emprunt auprès de notre société mère, donc pour cette année, pour la participation, il faudra repasser, puisque dans les comptes, il n'y a plus assez pour la réserve de participation. L'action judiciaire qui est menée dans le cadre de cette instance est très intéressante. Les syndicats agissent, ils demandent à ce que les effets de l'opération soient déclarés inopposables d'un point de vue de la participation et l'intéressement. Ils ne demandent pas la suspension de l'opération, qu'ils auraient difficilement obtenue, mais on connaît des cas en jurisprudence. Ils demandent spécifiquement que sur ce sujet de la participation et l'intéressement, cette opération ne produise pas d'effet. C'est très intéressant, et c'est d'ailleurs retenu par la Cour d'appel, qui ensuite, on connaît la fin de l'histoire, la Cour de cassation cassera cette décision, parce qu'elle considère, la Cour de cassation, que l'attestation qui avait été remise par le commissaire aux comptes, finalement balayait toute fraude et protégeait l'opération, et donc l'arrêt est cassé. D'ailleurs, ce point-là vient d'être renvoyé devant le Conseil constitutionnel. Il y a une QPC qui est déposée sur le point de l'effectivité de l'accès au juge. Est-ce que ce seul certificat du commissaire aux comptes peut priver légitimement les syndicats, les salariés de l'accès au juge? En tout cas, le point est soumis au Conseil constitutionnel. Mais donc en conclusion sur ce point, est-ce que aujourd'hui, demain, on voit ces sujets très souvent, enfin en tout cas souvent, utilisés par les syndicats pour tenter de compliquer une réorganisation? En tout cas, dans ma pratique, non. Dans les recherches de jurisprudence que j'ai faites, pas vraiment. Mais en tout cas, quand on voit des cas, ils sont assez intéressants. Les demandes formées par les syndicats sont intéressantes. Au-delà de l'absence d'effet de cette opération, les syndicats demandaient aussi à ce que le juge ordonne la reconstitution de la réserve spéciale de participation. La Cour n'avait pas été jusque-là, mais avait accepté de désigner un expert pour que celui-ci aide le juge à reconstituer la réserve. Donc voilà, peu de contentieux, mais en tout cas, j'ai envie de dire, quand il y en a, il est intéressant et il peut porter à des enjeux qui sont clés, encore une fois, en l'espèce ici, la neutralisation d'une opération sur le plan de l'intéressement et de la participation. Merci beaucoup, Benjamin.